Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle saison des idées radicules, la saison numéro 2. On entame ça aujourd'hui avec vous autres, puis on est super excités parce qu'on a quelque chose de spécial. Oui, on a quelque chose de très spécial. C'est une première dans l'histoire des idées radicules. C'est que les 4 premiers épisodes, dans le fond, les 4 premiers épisodes sur les 14 de toute la saison 2 vont être dédiés uniquement aux femmes. Donc, on va sortir ça, un à chaque semaine durant le mois de mars pour souligner, dans le fond, le 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme. Le but va être de souligner l'histoire et le parcours des femmes qui sont en agriculture. Fait que sur ça, on a une invitée toute spéciale, Geneviève Bessette, propriétaire de la Shop Agricole, qui est un commerce où on peut acheter tout ce qu'on a de besoin pour faire un jardin, autant professionnel qu'à la maison. Son parcours est génial, son histoire est inspirante, fait qu'on vous invite à écouter ça avec nous. Bonne écoute! Bonne écoute! Salut Geneviève, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va très bien, merci beaucoup. Cool. Content que tu sois des nôtres, c'est ça? Puis que tu te sois bien rendu ici à Montréal, de la route à Saint-Jean. J'avais peur qu'il y ait full de bandes de neige à Montréal, mais finalement... Non, ça va bien, les grattes ont fait leur boulot, tout va bien. Je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec toi. On aimerait ça, nous, c'est la manière un peu que moi puis Mike, on procède quand on commence vraiment chaque épisode. Puis c'est de savoir, tu sais, c'est quoi dans les grandes lignes, c'est quoi ton parcours un peu, puis c'est quoi qui t'a amené où t'es aujourd'hui présentement? Une étincelle, là, tu sais, ouais, dans les ton étincelles parcours, qui allumaient le brasier de ta passion. C'est ça. Ben, je pense que ça a commencé assez jeune, là, ma mère avait une fixation sur Martha Stewart. Ma mère, ma tante, qui sont très proches, là, ils recevaient les magazines de country, tu sais, Country's Garden. Puis de l'art de vivre, là, tu sais, vraiment. Puis d'avoir ton jardin, puis au fil des saisons, tout ce qu'on fait. Puis c'est spécial parce qu'on n'avait pas de terrain où j'ai grandi. Mais ma mère s'évadait avec les magazines. Puis elle essayait quand même d'avoir des potées fleuries ou des choses comme ça, mais on n'avait pas un grand jardin. Puis quand j'étais jeune, là, je dessinais ma ferme maison avec tous les petits fruits puis les arbres fruitiers, puis je voulais ça. Mes grands-parents avaient un verger à Rougemont. J'ai passé mes étés là. J'allais pas vraiment... Des fois, des camps de jour, mais pas tellement. J'aimais vraiment ça, passer... Entends-tu que c'est mieux passer ton été dans un verger que dans un camp de jour avec Clémentine qui donne des activités? Rien contre les camps de jour. Mais non, un verger, c'est cool. C'était quand même... Puis je participais, tout ça. J'aimais vraiment ça. Mon grand-père a attrapé une maladie de peau due aux applications pesticides. On a dû... il devait s'appliquer là, vraiment des produits, de la crème, de la cortisone. Il devait prendre des médicaments. Puis, il y a eu un été où, particulièrement, on a eu vraiment une incidence là, importante là, sur les maladies, les insectes. Puis, à l'époque, il y avait... Tu sais, mon grand-père n'avait pas étudié en pomiculture. Il faisait ce qu'il pouvait. Puis, il y avait des conseillers qui avaient carrément proposé là, des produits un peu plus puissants. À l'époque, mon oncle avait la soude de protection, mais mon grand-père n'avait pas la soude de protection. Et lui, c'est ça, il a été... Il a été affecté par ça. On a dû vendre le verger. Ça m'a touché cet épisode-là. Mon grand-père, du côté paternel, lui, vient de Richelieu, sur le bord de la rivière. Puis lui, il avait une terre agricole où il faisait... Lui, c'était de la grande culture. Là, il y avait du fourrager, puis il y avait des vaches laitières, un peu de poules. Mais il avait un énorme potager, mais un énorme potager. Puis chaque fois qu'on allait... Il nous déterrait des poireaux, des oignons, des patates. Puis, tu sais, il disait, venez les enfants. Puis ça, c'était là, extraordinaire d'aller avec mon grand-père Hector, puis d'aller sortir les légumes, puis ramasser. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Puis ça m'a vraiment... je voulais ça. Puis mon grand-père, quand ma grand-mère est décédée, là, il est comme viré fou. Là, il a comme été chercher des canards. Là, il y avait des canards lousses. Puis il y avait des poules. Puis il était comme un
peu, pas sénile, mais qui était là, je m'en fous, je fais qu'est-ce que je veux. Ah ouais. Puis, tu sais, c'était comme pour nous autres, on était jeunes, là, moi, mon frère, ma soeur, on était là, ouais. Ouais, c'est ça, c'est trippant, un canard qui se promène, la poule avec. Il avait sorti un bain dehors, tu sais, puis là, il avait fait une rampe, là, ils peuvent aller dans l'eau. Ah ouais, wow. Il avait fait un petit aménagement. C'est dégueulasse, pour vrai, là, il y a de l'eau partout. Mais en même temps, ça doit tellement faire des souvenirs forts là, de ce contact-là, puis d'avoir une relation émotionnelle avec genre le jardinage par ton grand-père, puis par ta mère aussi. Ah, je mettais beaucoup de pression sur mes parents, même je leur disais, là, parce que mon grand-père, ils ont vendu la maison, puis là, je disais, faut qu'on l'achète, il faut qu'on y aille, faut qu'on reprenne ça. Ouais. Puis finalement, tu sais, mes parents n'étaient pas, tu sais, ils travaillaient ailleurs, tu sais, c'était pas des gens qui souhaitaient travailler de la terre, puis tout ça, fait que ça... Finalement, on n'a pas repris ni un ni l'autre, ni le verger, ni la terre familiale du côté de mon père. Puis ça m'a toujours quand même un peu touchée quand... moi, après ça, j'ai été étudier en biologie, en recherche. Moi, je disais tout le temps à mes parents que je voulais être la fille sur le bateau là, qui va explorer là, à découverte. Ouais, c'est ça. Puis qui allait aller trouver, tu sais, faire de la recherche. Puis quand j'étudiais en biologie, j'aimais vraiment ça, le côté découverte. Là, puis mon esprit curieux est vraiment important. J'ai refait récemment... un test qui t'apprend sur tes forces. Là. C'est la gestion par les forces. Okay. Là. Ouais. Puis c'est 24 forces. Puis ma force première, c'est la love of learning. C'est ma numéro 1. Ouais. Tout ce qui sort, tout l'apprendre, là, ça, j'adore ça. Ce drive-là, vraiment. Ah, énormément, très, très fort chez moi. Cool, c'est super, ça. Puis c'est en biologie, je me demandais où c'est que j'allais déboucher. Là. J'ai fait toutes sortes de cours de microbiologie. J'ai fait taxonomie des vertébrés. On apprenait les chants des oiseaux au son. Wow! Ah ouais. Hey, c'est quand même... Paruline rayée. Là, t'as son, le mâle, la femelle, le juvénile. Ah ouais. Juste petit aparté, est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire le son du Roselin pour pré en live maintenant? Non, mais j'ai rencontré Pierre Verville, l'humoriste qui connaît, qui est aussi ornithologue vraiment à un niveau là, supérieur. Tu sais, il a fait un CD. Le chant des oiseaux, c'était lui qui l'avait fait. Il s'occupait du marché il s'occupe avec sa femme du marché fermier à Saint-Lambert. Où on avait notre magasin avant proche. OK, cool. Puis j'étais comme, moi, Pierre Verville, quand je l'ai rencontré, je dis, moi, le chant des oiseaux. J'ai tout appris. Wow. Mais lui, il en fait des chants d'oiseaux. Il est vraiment sa coche. Il siffle bien. Ouais, c'est ça, il communique avec eux. Mais c'est cool. Pour revenir à ton expérience, juste pour... C'est ça, au début, là, t'as fait tes études en biologie, c'était pas nécessairement tout de suite avec l'intention d'aller dans le milieu agricole. Là. Mais j'ai fait mon stage à Agriculture Canada. J'ai fait mes projets sur l'impact c'était la fertilisation pour les plantes carnivores. Là, c'était pas avec le comestible. Mais j'ai fait ça sur les plantes carnivores. Puis j'ai fait mon stage à Agriculture Canada à la station L'Acadie sur l'amélioration génétique des fraisiers. Mais on voyait aussi les porte-greffes pour les pommiers. On avait à l'époque de la recherche aussi sur les antioxydants dans la culture... je pense qu'il y avait cassis. Bleuet. Cassis, non, c'était sureau. Il parlait beaucoup de sureau. Parce que Oasis voulait du jus de sureau dans le jus. Ça amène à des recherches. Mais à l'époque, les antioxydants étaient super à la mode. Là. On regardait même dans les fraises, quelle variété de fraises a le plus d'antioxydants. Ça, c'est drôle. Les modes comme ça, hyper piqués nutritivement, là, qui fournissent super aliments. Puis c'est là où je suis retournée dans un verger parce que avant d'avoir des enfants, tu dis pas vraiment « Hey, je vais aller aux pommes ». Mais à l'époque, tu sais ça, je retournais en tant qu'étudiante dans un verger. Puis c'est là que j'ai réalisé que l'odeur qui était propre au verger, c'était une odeur de fongicide. Là. C'est ça qui a même marqué ton enfance. J'ai dit « C'est quoi qui sent ça? C'est quoi cette odeur-là que... » C'est l'odeur de soufre.
Ah ouais. Fait que ta Madeleine de Proust, c'est le c'est drôle, c'est ça la Madeleine. C'est revenu avec l'odeur de mon enfance, puis là, j'étais là. Puis ça, j'étais là, c'est comme l'odeur, comme du verger, comme quand j'étais jeune. Puis ça, je l'avais, ce souvenir-là. Puis c'était l'odeur du pesticide. Puis j'étais, c'est moins charmant. Des enchantements. Ouais. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a eu ce côté-là quand même pour toi qui a été le fun de, tu sais, une fois que là, tu as fait tes études, de revenir dans un verger puis de voir ça justement avec un autre angle maintenant de quelqu'un qui est comme plus au fait de comment ça marche et tout. Est-ce que ça venait comme un peu... Mais je connaissais rien. Comme j'avais appris, tu sais, j'avais étudié en biologie. C'est ça. Je connaissais à part les écosystèmes et tout ça. Ouais. Mais les régies de culture, ça, j'avais pas tellement aidé. Ben, j'ai travaillé quand j'étais jeune à Saint-Paul-d'Abbotsford. J'ai cueilli à peu près tout ce qui se cueille. Là. J'ai cueilli des oignons, des petites fèves, faire des paquets d'oignons, les bleuets, tout ça. Mais les régies de culture, j'étais pas hyper... tu sais, quand t'as 13, 15... Ouais. Tu t'intéresses peut-être pas nécessairement à ça tout de suite. Là. Mais pourquoi la paille? Non, pas tellement. Ouais. Mais c'est ça m'a stimulée. Là, je voulais vraiment en apprendre plus. La lutte intégrée aussi. Il y avait beaucoup de projets de recherche qui se faisaient contre la mouche du chou, la mouche de l'oignon à la station de l'Acadie, sur différents... problématiques là, avec les insectes ravageurs. Fait que ça m'a... j'ai parlé avec des chercheurs là-bas. Ça m'a allumé, puis j'ai voulu en apprendre plus. Puis, finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Puis, je suis partie en Amérique du Sud pendant 3 ans de temps. Puis, j'ai voulu, en fait... J'ai voulu aller là-bas pour me changer vraiment sortir de mon... sa zone de confort un peu? Oui, puis le tropical m'attirait énormément. Puis j'ai acheté un terrain de 2 hectares dans la forêt des nuages au Venezuela. Non, oui. Wow! Pour me bâtir une maison et cultiver, avoir un mais plus en autosuffisance, pas dans un objectif comme... si je peux nourrir un peu, mais c'était pas un objectif de culture... à plus grande échelle non, ou plus grand volume. Ouais. Wow, puis, excuse, je veux continuer là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été quoi ton expérience là-bas? Ben là-bas, j'ai pas pu cultiver vraiment. Là. On n'a pas pu travailler énormément la terre. Ça a été... la violence a augmenté, l'insécurité, j'étais pas... Tu sais, puis quand t'es une femme... Ouais, on s'entend que c'est... Seul, tout... il faut que tu sois rentré chez vous à 5 heures. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de... Non, c'est ça, de marge de man. Non, c'est ça. Puis j'étais... je travaillais en tourisme là-bas, dans une auberge de backpacker. J'étais coordonnatrice. Puis on avait de la difficulté là, de plus en plus à avoir des gens qui viennent faire du rafting, puis du parapente. À cause des conflits. Dû aux insécurités du pays. Les gens arrivaient à notre auberge qui était dans les montagnes, puis il fallait qu'ils traversent de la côte jusqu'à nous, de Caracas, mais... C'est quand même pratiquement 12 heures d'autobus. Puis là, les gens arrivaient stripper. Là. Il y avait même plus... C'était fait tout voler, leur bottes, leur backpack. Il y avait beaucoup d'insécurité. Puis le régime politique était vraiment violent envers l'Occident. Les Nord-Américains. Fait que moi, je représentais ça. Fait que t'as vu un retour au Canada par la suite, quoi. Puis, Puis là, ça a duré, t'es resté là combien de temps au Venezuela? Pratiquement 3 ans. Pratiquement 3 ans. J'imagine que malgré tout, quand même, dans ce laps de temps-là, tu as dû quand même vivre des trucs intéressants. Mais j'étais guide naturaliste. Ah, t'étais guide naturaliste là-bas? Wow, ça devait être écœurant, ça, quand même. J'ai appris les noms des oisos en français, en anglais, pas en espagnol. Fait que là, tu chantais le cri des oiseaux en espagnol aussi, si je comprends bien, c'est ça? Non, pas tout à fait, mais j'habitais dans une maison où on louait, puis c'était des biologistes qui vivaient avec moi, Wilmer, lui, il étudiait les pommes de terre ancestrales sur des parcelles à 3000 mètres d'altitude et plus, des patates abandonnées, que les patates repoussent d'année en année
juste naturellement. Puis là, il recherchait ces variétés de patates-là. Il faisait des tests PCR de génétique, comme nous, on fait pour la COVID actuellement. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est très drôle. Puis là, il passait une semaine, il cartographiait, puis j'y allais chercher ça. Puis l'autre biologiste avec qui je travaillais, elle était sur les plantes épiphytes, les bromélias, orchidées, dans la forêt des nuages. Puis il était étudiant en maîtrise. Fait qu'on discutait, je discutais avec eux. Ouais. Vous deviez geeker des soirées ensemble. Mais c'était le fun. Puis même comme guide naturaliste, on avait même des fois des équipes de recherche, des Polonais qui venaient pour étudier des papillons à telle altitude, où on avait... j'ai déjà eu un chercheur anglais botaniste qui venait... puis lui, il connaissait les noms de toutes les plantes. C'est moi son guide, mais lui, il disait tous les noms des plantes. Tout pareil. C'est bon, ça. Mais moi, c'était juste pour aller d'une place à l'autre, puis d'avoir plus comme la logistique en tant que telle. Mais parce que lui, il connaissait tout, j'étais là, là, ça, c'est pas indigène. Wow. Fait que la nature là-bas est tellement riche. Ouais, c'est luxuriant. Oui, puis c'est où j'étais dans les montagnes, c'était un lieu où il y a de l'agriculture, où les gens travaillent la terre encore avec des bœufs. Puis c'est très, très paysan. Puis ils n'ont pas beaucoup accès là, à des produits des produits importés, là, des engrais chimiques. Fait que ils essaient vraiment de faire à leur échelle. Puis quand je suis revenue ici, au Québec, j'ai commencé à travailler pour Biofloral, dans le fond, qui est un distributeur de produits horticoles. Puis mon mandat était vraiment de développer, dans le fond, qu'est-ce qui serait intéressant d'avoir comme produit ou comme technique auprès des producteurs maraîchers. Parce que Biofloral, OK, je vais vous le dire, là, c'est un distributeur hydroponique pour le cannabis. Ah, OK, c'est ça. Et à l'époque, Harper. Oui, c'est ça. C'était pas super à mode, je vous dis. Ah ouais, non, ça savait pas encore. Pris la tangente Trudeau, là. Non, pas du tout. Puis on essayait de voir où on pourrait développer notre marché. Puis on avait toutes sortes de produits, des dompes, des plateaux, des fertilisants aussi biologiques. Puis ils voulaient que il y avait tout le mouvement, justement, des maraîchers biologiques qui se développaient. Puis là, ils disaient, peut-être que nous, on aurait notre place là-dedans. Puis on voudrait introduire des insectes pour la lutte intégrée. OK, puis, wow. Quand même. Fait qu'on est allé chercher Anatis Bioprotection. Puis travailler avec... moi, j'étais le lien avec les agronomes sur les recherches qui se faisaient, entre autres, avec les cartes de trichogramme contre les chenilles défoliatrices dans les choux, contre la teigne du poireau, parce qu'il n'y avait pas de recherche vraiment qui était faite. Fait que là, moi, j'ouvrais la porte à ça avec le pôle de lutte intégrée à Napierville qui faisait de la recherche aussi pour améliorer... la lutte intégrée, dans le fond, c'était vraiment le fun. Oui, c'est clair. Oui, c'est sûr. Puis pour venir un peu, parce que j'aimerais ça quand même aussi savoir, après ça, tu as eu cette expérience-là avec Biofloral, puis c'est à quel moment qu'à un moment donné, tu as eu l'idée de dire, j'aimerais ça, moi, pouvoir démarrer ma propre entreprise, puis répondre à l'idée que j'ai. D'où ça a germé? C'est venu quand, à peu près? C'est pas mon idée. C'était pas ton idée à la base? Ah ouais? Voyons. Mais c'est quand même toi qui l'as porté, malgré tout. J'allais porter, mais c'était pas mon idée. OK. À l'époque... c'est ça, dans le fond, moi, je me promenais un peu partout. J'essayais de développer, c'est ça, le maraîchage biologique. Moi, ma spécialité était vraiment en fertilisation, profil de sol, agronomique, la santé des sols. Puis la lutte intégrée prenait quand même beaucoup de place. Ça m'intéressait beaucoup, mais je ne pourrais pas dire que j'étais une pro là-dedans, mais ça m'intéressait beaucoup. Puis, j'ai rencontré Nicolas Sainte-Marie dans un contexte de salon horticole, Québec vert. Puis, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, moi, je fais de l'agriculture urbaine. Puis, avec les urbaculteurs, l'organisme de Québec, nous, on veut développer l'agriculture urbaine. On veut améliorer les rigicultures. Est-ce que tu souhaiterais nous aider à développer ce mouvement-là? Parce qu'il dit... il me disait, les gens ont des bonnes intentions, il y a plein de toitures inutilisées, on pourrait le faire, c'est juste que le savoir-faire n'est pas là.
il se frappait, lui, à des organismes, mettons, d'écoquartiers qui n'avaient pas l'expertise, qui pouvaient, mettons, c'est drôle aujourd'hui, mais déployer une bâche, sortir, tout vider des sacs de terre, mélanger du compost à la toiture, il enlevait leurs souliers, puis là, il mélangeait ça, il mettait de l'eau. Ça avait l'air complètement... Il manquait de procédure, sérieux. C'est ça. On va se sortir une bouteille de vin. C'est une vendange, là, c'est ça. Avec les pieds. Là, j'étais là, il n'y a pas un gestionnaire de toit, d'immobilier qui va dire, ben, je vais te donner 30 000, montre-moi un potager sur mon toit, tu sais. Vous avez l'air sérieux, tu sais, vous, la gang. Non, mais tu sais. Ouais, c'est ça. Les gens voulaient le faire, mais n'avaient pas l'expérience de maraîchage, de rigiculture. Fait que j'ai commencé à m'y intéresser. Il m'a amené sur le toit du Palais des Congrès, là où la ULAB... ouais. Mais à l'époque, c'était l'année 1 de l'installation que je suis allée. C'était 2011, puis... ou 2012. 2011 ou 2012. Puis c'était l'année 1. Puis il y avait différentes technologies sur la toiture, puis ils allaient évaluer les rendements. Ils pesaient les légumes, tout ça. Puis j'ai tout vu ça, là, l'installation des smart pots, puis des jardins. C'était la première fois que je voyais un potager sur un toit. Qui était sérieux, là. Qui était sérieux, puis je trouve ça le fun, parce qu'en même temps, j'imagine que tu me le diras, là, si ça a pu t'inspirer ensuite dans toute la démarche aussi de la shop agricole, qui est de non seulement, oui, fournir de l'équipement de qualité, mais surtout des conseils, de démocratiser les connaissances agricoles, puis d'aider les gens à pouvoir bâtir des jardins dans leur cours. Est-ce que ça t'a inspiré? Puis c'est quoi la place que ça prend, ça, dans la mission de la shop agricole en tant que tel? Bien, au départ, on avait uniquement le service d'installation. En fait, on faisait de l'installation, mais tant qu'à avoir, nous, on avait des besoins, puis tant qu'à avoir le matériel, ben aussi bien le vendre, Parce que si nous, on a besoin, ben c'est sûr que les autres, si on veut que ça se démocratise puis qu'il y ait le plus grand nombre possible qui en fasse, ben il faut qu'ils puissent avoir accès. Donc, ça, c'est venu. On avait besoin de financement, c'est sûr, pour développer le projet. Puis pour nous, c'était pas possible d'aller demander un prêt à la banque parce que, je me voyais mal expliquer mon projet. Ou d'aller chercher des subventions. C'était pas notre comme organisme ou quoi que ce soit. C'était pas... Pas certifié comme producteur non plus en même temps. Non plus. Fait qu'on n'est pas là-dedans. Donc, la façon de financer la croissance de notre entreprise a été de faire de la distribution de produits. Ça a commencé avec les contenants SmartPot. On avait des fertilisants biologiques aussi. Puis là, on avait des systèmes d'irrigation aussi goutte à goutte, là, Iriso. Puis là, à ça, dans le fond, on a eu apparaître d'autres besoins, des filets, des couvertures flottantes. Dans le fond, toutes les techniques utilisées par les producteurs maraîchers, on s'est dit, ben, on faut qu'on puisse mettre en place ces mêmes techniques-là. Ils ont un peu le profil du jardinier amateur aussi, là, du fait qu'ils ont, ces jardiniers-là ont peu de ressources matérielles, pas d'argent. Pas nécessairement trop de temps à mettre non plus. Non, pas de staff, personne. Nous autres, on se dit, la toiture, on va pas monter sur sur le même endroit chaque jour. On va y aller une fois par semaine. Fait il fallait automatiser le tout le plus possible. Il n'était pas question pour nous, par exemple, de mélanger... du liquide d'algues, liquide de poisson dans des chaudières ou des arrosoirs, puis d'aller à la main un par un. Il fallait injecter l'engrais. Je dis, tu t'en échappes la moitié, staging, c'est plus le poisson. Ben, on va... Ben là, Xavier ne pourra pas embarquer dans le camion, là. Non, mais ça fallait voir partout où étaient les freins, dans le fond, qu'est-ce qui faisait en sorte que... pour un jardinier amateur qui n'a pas appris, pareil comme moi, dans le fond, j'ai appris
par l'observation, par le partage. C'est pas mes parents qui m'ont nécessairement... C'est pas eux qui m'ont enseigné. Je me suis dit, c'est le propre de ma génération, là, je pense. Là, on part tous de loin. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un cours en biologie, mais c'est pas... non, c'est pas tout le monde. C'est vraiment pas tout le monde. Fait que, plus on va rendre ça facile, plus on va rendre ça efficace. Là, les gens vont avoir des bons rendements. Ils vont se dire, Caroline, check ça, ma table est pleine. Oui, c'est ça. Là, ils font, wow! Ils se prennent en photo. Oui, c'est clair. Il y a de quoi être fier, c'est sûr. Ça fait penser, justement, on a un épisode sur les formations d'agriculture avec Danny Bouchard, qui, lui, a parti l'Académie potagère. Puis c'est drôle parce que votre mission, en quelque sorte, se ressemble beaucoup. Puis je vois quand... C'est comme si vous êtes complémentaires, en quelque sorte, tu sais. Puis... On collabore avec l'Académie potagère. Ah, c'est vous ça. êtes en collaboration, OK, c'est ça. Je n'étais pas sûr si, justement, vous étiez comme en discussion, si c'était déjà fait. Depuis l'année passée. C'est depuis l'année passée, depuis le démarrage du projet de l'Académie potagère. Yes. Ah ouais, wow. Ah, cool. Puis ça se passe à quel niveau, ce partenariat-là? Ça se passe, en fait, où on va... dans le fond, Danny et l'équipe de l'Académie potagère, eux, voulaient faire la promotion de ces techniques-là et tout, mais ils sont bien conscients que, je veux dire, ils ont besoin de référer en quelque part ou ils ont besoin de que les gens voient les produits qui doivent être utilisés, puis... Ou les acheter. Ou les acheter, ou se les procurer... d'avoir un point de vente puis ou des gammes de produits puis d'aller chercher ça. Puis nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne des paquets où on prépare des choses pour les jardiniers puis ils viennent nous voir aussi. Okay. C'est complémentaire, dans le c'est fond. Ça. Tu disais les trucs que vous préparez, tu veux dire juste dans le sens comme eux, ils passent des commandes ou vous avez genre des comme starter packs? Des paquets cadeaux, on fait des concours. On prépare des concours. Là, des paquets cadeaux. C'est pour tout le monde. Mais tu sais, avec des semences d'engrèveurs, avec des couvertures, avec des filets. On les commandite. On commandite. Puis eux, eux autres, ils nous aident, ils nous réfèrent la shop agricole comme site, là, allez les voir la gang. Oui, c'est cool. clair, là, ça fait tellement bien ensemble, c'est trop cool en plus, là, que vous fassiez une collab comme ça, c'est hot. Parce que eux, ce qui les distingue, je pense, des cours, c'est que eux, ils montrent vraiment la technique de maraîchage biologique sur petite surface, peut-être pas telle qu'elle est enseignée au cégep de Victo, mais à la réalité, mais c'est ça. Puis moi, je suis de ça. Oui, c'est ça. Je suis de cette école-là. Puis quand j'ai commencé à m'adresser au centre-jardin, puis à m'adresser au milieu horticole conventionnel des centres-jardins, il y a des incohérences. Là. Moi, je n'ai pas de l'ITA. Puis je n'ai pas de leur milieu à eux. Puis je venais de la biologie, puis... Puis là, les techniques qui étaient propagées, puis qui étaient enseignées, moi, je remettais tout ça en question. Puis là, j'étais comme, je sais pas, là, tu sais, faites pas ça, c'est pas nécessairement la bonne façon. Puis, ça a pris du temps avec ces écoles d'enseignement-là, autant au centre de formation horticole de Laval. L'ITA s'adapte à ce que le cégep de Victo faisait. Eux à l'avant-garde. Puis... c'est ça. La cage, absolument. Puis personne venait de ce milieu-là, mais moi, je venais de ça. Je recevais à la maison, je reçois encore les magazines Acres USA sur le small farming, small scale farming. Là, c'est sur les ports de pâturage, les tomates ancestrales. Je ne connaissais pas celle-là, je vais informer. C'est un magazine américain, mais ils ont plein de livres sur le maraîchage biologique, le homestead, puis tout ça. Puis moi, je venais de cette école-là. Fait que moi, je partageais auprès des conseillers centre-jardin, puis je le fais encore, dans le fond, toutes ces connaissances-là sur le potager, sur comment accompagner la clientèle là-dedans. Puis, est-ce que c'est aussi dans cet ordre d'idées-là qu'à un moment donné, est-ce que c'est parce que tu voyais que le milieu
je vais reprendre ce que je viens de dire, pardon, mais tu sais, tu as parti ta gamme de fertilisation carence, tu as aussi parti notamment justement une ligne d'outils qui est adaptée puis qui est de bonne qualité pour les jardiniers, les maraîchers, mais est-ce que la gamme vraiment de fertilisation carence, c'était pour répondre aussi un peu ce manque-là en ce moment, tu sais? On parlait qui manque d'adaptation, même dans les centres horticoles, tu sais, je pense que c'est encore le classique du fumier de poule là, Actisol qui est proposé comme étant le best, ça marche bien, c'est bio, tout ça. On le sait que il y a quand même des nuances à ça, tu sais. Est-ce que tu pourrais nous en parler justement, puis ce désir-là qui t'animait de vouloir... Oui, ben la fertilisation, c'est vraiment mon dada. Là. C'est une des choses qui m'intéresse le plus. La fertilisation, nous, en fait, étant donné qu'on était en contenant, il n'y avait rien de plus comme élément nutritif que ce qu'on allait apporter au contenant. Puis, le fait qu'on avait des contenants qui étaient permanents avec le substrat aussi, on voulait garder ce substrat-là fertile. On voulait pas... Tu sais, quand tu montes des palettes à la grue... non, c'est ça. Tu le fais une fois, c'est tout. Voilà. C'est tellement une grosse job. Ouais, j'imagine. Faut vraiment... faut pas manquer ça. Fait qu'à ce moment-là, ça m'intéressait d'avoir justement un fertilisant qui était complet, équilibré pour la culture en contenant. J'en trouvais pas dans le marché. Il y en a qui disent que c'est complet, mais c'est pas complet. Moi, je le sens. Pour l'avoir testé de façon récurrente, plusieurs applications, je trouvais qu'il y avait des lacunes. Je voulais améliorer le tout. Puis c'est là-dessus que je me suis efforcée. J'ai travaillé avec... j'ai eu différents mentors là-dedans. Je pourrais parler de Luc Desjardins de chez Les Engrais Mécanistes. Luc Desjardins, c'est un pionnier en fertilisation biologique. Il a sa propre gamme depuis plus de 20 ans. Puis au départ, c'est le seul qui vendait de la farine de plume, puis avec du sulfomag, de la promotion du basalte, puis tout ça. Lui m'a aidé beaucoup. Puis même s'il savait, je faisais une gamme d'engrais. Mais c'est quand même cool, parce que j'ai l'impression que même dans le milieu, il y en a beaucoup qui c'est ça. C'est pas une... Oui, des fois, on fait des trucs similaires, mais c'est pas dans un but de se cannibaliser puis de prendre des parts de marché. C'est de collaboration. Une collaboration, puis de juste propager, puis de familiariser encore plus les gens avec une bonne fertilisation, comme probablement... Mais Luc, lui, savait que c'était pas ce que lui, il allait pas continuer à développer d'autres produits. Il avait sa gamme, il s'est établi, il est à Stansted, il fait ses affaires, il fait sa business, mais il est pas... c'est quand même un papy, là, maintenant, aujourd'hui. Il n'a plus l'énergie. Il me parle tout le temps, là. « Ah, j'ai plus l'énergie. » Mais c'est beau de te voir aller. C'est ça. C'est vraiment là, pour lui d'avoir la prochaine génération qui prend le Absolument. Michael, les gens de Gaia Green aussi m'ont appuyé. Au BC, on est allé au BC, on est allé voir, je leur ai parlé. Même je les ai vus cet hiver, le propriétaire de Gaia Green. Il trouvait qu'il était là, c'est beau, là, c'est le fun. Il regardait mon sac. Là, je regarde comment j'ai avancé. Puis c'est quand même un autre engrais. Puis, mais il n'est pas... c'est pas... Au contraire, là, il était là, on va le rajouter. C'est ça qu'il me disait, tu sais, dans le fond. OK, fait que t'as des opportunités avec eux aussi. Ben, tu sais, moi, j'achète, tu sais, j'en vends du Gaia Green au magasin, pas toute la gamme nécessaiment. Non, j'achète certaines choses. Il y a un échange là, qui se fait. Mais il y a un échange. C'est un petit, tu sais, ça reste que c'est un petit milieu, là. C'est ça. Puis il y a d'autres gens aussi. Je travaillais avec... je travaille encore, on se parle plus de tout autant aujourd'hui, mais je pourrais donner un gros shout-out à David Perron là, de Green Organic Dutchman. C'est producteur de cannabis biologique certifié qui est en contenant. C'est une des personnes les plus chevronnées en fertilisation bio que j'ai rencontrées, en microbiologie des sols, puis sur les biostimulants, énormément. Quand j'étais chez Biofloral aussi, Biofloral a sa gamme d'engrais. Puis là, eux autres, ils faisaient des tests, puis là, ils faisaient fermenter du seigle, des grains de seigle, puis...
Là, tu retrouves telle molécule. Wow. Puis on avait un chimiste qui travaille avec nous. Okay. Puis là, il m'a amené en arrière. Puis là, il était là, regarde les tests qu'on fait. Puis regarde les molécules puis les biostimulants. Wow. Fait que ça reste tout le temps... je pense que l'industrie du cannabis a quand même têté parce que c'est... Ton expérience. Mon expérience, parce que c'est évident. Eux autres, ils ont 12 engrais, 12 biostimulants, des suppléments, de la silice, puis tout ça, mais c'est beaucoup trop doses, là. Moi, ça me prenait quelque chose, là. 2 parties, 3, 4 maximum. Puis de rendre ça accessible. Mais même encore, c'est pas si évident que ça. Non, encore les gens, en centre jardin, moi, j'ai toujours voulu que les centres jardins soient des points de service pour les jardiniers, que les gens aillent les voir pour s'y référer, tu sais. Puis que ça soit des lieux où il y a un partage de connaissances puis tout le kit, mais c'est pas toujours... c'est pas toujours évident. C'est vraiment pas toujours le cas. Puis... C'est super intéressant. Pour vrai, je pense qu'il y a aussi il y a comme beaucoup d'enjeux qui se trouvent aussi dans ce que tu dis. Je pense que pour terminer, étant donné qu'on avait un petit peu moins de temps aujourd'hui, c'était vraiment un segment particulier. J'aimerais ça terminer juste avec une petite question de clôture aussi un peu plus ludique avec toi. Juste à savoir, dans le fond, là, avec tous les projets que tu as faits, je veux dire, tu es une biologiste, tu es une entrepreneur, horticultrice, vulgarisatrice. Toi, tu te considères comme quoi, mettons, là-dedans, tout ça? Mais je pense que je suis tout ça, mais en même temps, je trouve qu'aujourd'hui, toute la question toute la question, mettons, de rigidiculture, puis de différentes problématiques, puis d'amélioration, c'est beaucoup la clientèle qui me l'apporte. Par leurs problématiques, par ce que eux vivent. Je me tiens au courant, mais on dirait que la portion d'entrepreneur puis de gestionnaire prend maintenant de plus en plus de place parce que on est toujours en train de se renouveler, puis il faut améliorer. Que ça soit périn aussi, dans un sens. Oui, puis ma mission, que notre mission se poursuive, notre mission, c'est de faire pousser tout partout. La végétalisation, c'est mon troc, là. C'est ce que je veux. On veut remettre les jardins, tout le monde partout. Oui. Puis que ça soit, le comestible, ça a commencé par le comestible. J'y attache beaucoup d'affection à la culture de plantes comestibles, aromatiques, parce que ça vient chercher les sens. Mais tout ce qui est actuellement, on a rentré des plantes carnivores, justement. Oui, je sais, j'ai vu dans les petites plantes, je me rappelle plus c'est quoi déjà le nom, là, qui ça ressemble comme un pitcher plant. Oui, on a des pitcher plants, puis les Nepenthes, puis... d'avoir, là, on va en avoir même indigène, du Québec, cool. où là, on doit aménager quand même un lieu qui va rester un peu humide, mais tout de même, d'avoir des plantes vivaces indigènes du Québec, de favoriser justement la plantation de plantes indigènes, d'arbres, d'arbustes. On les regarde encore trop souvent comme des mauvaises herbes, puis aussi tout ce qui est plantes médicinales. Nous, au centre jardin, on fait des choix de tenir ou de ne pas tenir des produits. C'est moi qui décide. Là. Moi, si ça passe ou ça passe pas. Là, mais on ne vend pas d'érable de Norvège. Il y a des choix. Pour nous, même si la personne elle me dit « Mais je veux l'érable qui a les feuilles jaunes » ou l'érable qui a les feuilles rouges tout le temps. Parce que c'est esthétique puis ils les aiment. C'est de changer un peu les mentalités à ce niveau-là, là, puis d'amener d'autres choses, ben oui. Puis d'avoir des arbres plus petits. Là, je regarde là-dessus pour avoir des arbres de plus petit calibre pour que les gens puissent planter 3 arbres pour le prix de 1, plus cher, mais qu'il y ait plus de plantations, quitte à ce que ce soit des arbustes un peu plus jeunes, mais que ça se plante. C'est ça. Que le prix ne soit pas un frein. Mais écoute, ça donne le goût. En tout cas, c'est où est-ce qu'on peut venir voir tout ce que tu peux offrir? La shop agricole, elle est située au 54 de la Pépinière à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est près de la rivière, justement, Rivière-Richelieu. Fait qu'on a un site qui est vraiment naturel. Là. Pour ça, c'est vraiment le fun. Puis, on est un peu...
c'est ça, on est un peu des outsiders par rapport à un centre jardin conventionnel. Clairement, c'est ça, tu détonnes. Beaucoup plus, des produits de qualité plus professionnelle. On veut que l'expérience de jardinage soit le fun. C'est de Chine qui te pète dans les mains, c'est non. C'est le temps, ça. C'est un beau mot de la fin, ça. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, Geneviève Fourant, encore une fois, d'avoir été avec nous, puis d'avoir pris ton temps aussi pour venir nous jaser tout ça, jaser un peu de ton parcours, puis de ton expérience super riche là, en tant que biologiste, horticultrice, entrepreneur. Mais je suis pas biologiste. Technicienne. Oui, technicienne. Okay. Désolé, on va mettre ce petit bémol. Ça va. Merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine, Geneviève. Yes, salut, merci. Bye bye. Merci d'avoir été des nôtres, guys. Grande nouveauté cette année, nous sommes aussi maintenant présents sur Patreon. Donc, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines à l'avance en primeur. Puis, quelque chose me dit que tous les abonnés pourront également avoir accès à des contenus exclusifs. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, allez vous abonner à notre compte Patreon, Les Idées Radicules. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines plus tard sur nos plateformes. Et donc, si c'est pas déjà fait, allez nous suivre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube d'Élevage et Culture pour regarder tous les épisodes vidéo des Idées Radicules. Et puis, pour les amateurs de contenu audio uniquement, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Music et Google Podcast. À la prochaine, guys! Salut, merci!